Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Vous prendrez bien un film. Aujourd'hui, petit comité, on est trois, avec du coup Simon qui nous revient. Bonsoir à tous. Bonsoir Simon revient. Bonsoir Simon. Ça va, je vous ai manqué, je sais. Ah bah tu nous as grave manqué. Beaucoup. Merci pour ton intervention sur le live d'ailleurs. Ah oui, de rien, de rien. On t'a pas fait trop honte, du coup ça allait. On pourra en parler plus tard. Okay, non, c'est pas vrai. Et nous avons également, du coup, comme vous l'avez entendu, Marie avec nous. Oui, coucou tout le monde. Marie. Voilà. Et ben voilà. C'est tout. Maxime, on l'a abandonné sur le bord de la route. Il viendra une prochaine fois. Il était trop en retard. Vous inquiétez pas, il est trop en retard, c'est ça. Mais il reviendra. Il rigole en tête, Maxime, tu nous manques. Pour la grande aventure Lego, puisque c'est son rêve. Il attend que ça, c'est vrai. Façon, bien sûr. Je pense qu'on pourra inviter mes enfants aussi parce qu'ils adorent ce film. Ça ou un Jean Reno, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est très bien. Et ce soir, du coup, on va parler d'un film donc, qui comment dire, c'est a priori un des films qui a été le plus remaké et qui a eu le plus de suites dans l'histoire du cinéma. C'est Dracula. C'est Dracula, pas n'importe lequel, parce que du coup, effectivement, il y en a beaucoup. On parle du Dracula de Francis Ford Coppola, sorti en 1992. Avec des acteurs comme Keanu Reeves, Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Van Helsing qui est incroyable, on va y revenir. Donc c'est un film qui comment dire, qui a gêné, je crois, à sa sortie. Ça n'a pas été hyper bien reçu par la critique, je crois. Ouais, c'était mitigé. Bon, c'était plutôt bien, je crois. Ouais. C'était partagé, mais globalement, il a quand même eu il était quand même plutôt encensé. Enfin, niveau public et niveau critique, ça a été quand même plutôt bon, ouais. Je crois. D'accord. Après, j'étais pas sûr. C'était une vraie question, j'étais pas sûr. Ah oui, d'accord. Mais si plutôt. Après, bon, parce que toi, t'étais déjà né et grand en 1992. J'avais 10 ans et j'avais déjà vu le film depuis longtemps. Non, j'ai vu très tard le film. J'avais 1 an. C'est ça. Oui. Non, j'ai vu beaucoup plus tard le film. Je l'ai vu quand j'avais une vingtaine d'années. Ah oui, tu l'as vu assez tard en fait, ouais. Oui. D'accord. Marrant. Moi, je l'ai découvert, je sais plus, sur le tard aussi. Hein. Et toi, Marie, tu l'as découvert du coup hier. Alors, j'avais vu la parodie de Mel Brooks avant, mais on en reparlera plus tard. Et surtout, il est basé sur le roman de Bram Stoker qui est sorti lui en 1897, dont j'avais déjà étudié des extraits dans mon parcours scolaire étudiant. Excuse-moi, 1897, c'est ça ? Oui. Ok, ouais. Ça, c'est intéressant aussi. Presque un siècle entre le roman et le film. Ouais. Et du coup, le film, t'as aimé ? J'ai adoré. J'ai envie de le revoir en fait assez vite parce que vraiment, j'ai envie d'un deuxième visionnage. Je crois qu'on a tous aimé le film, de toute façon. Oui, moi j'adore. Toi, tu le tournes tous les ans, tu le vois une fois par an. Pas une fois par an, mais je sais qu'il y a une période où je l'ai beaucoup vu. Et c'est toujours un plaisir à voir, quoi. C'est un plaisir visuel, pour les sens en général. Oui, de manière générale. Oui. Ça, c'est sûr. Voilà. Et ça, on a tous des bonnes raisons de le revoir. Oui, c'est ça. Non, mais vraiment, c'est un vrai plaisir, quoi. Tant visuel que effectivement dans la mise en scène, la musique aussi, enfin tout. C'est vraiment un chef-d'œuvre pour le coup, je trouve, sur plein d'aspects. Ça t'emporte. Ouais, ça tient la route hyper bien du début à la fin. Ça nous laisse vraiment sans voix à la fin du film. Oui. C'est vraiment effréné en plus. Je trouve qu'il n'y a pas de baisse de rythme, même s'il y a des moments un peu plus onirique entre guillemets. Je trouve que ça baisse pas de rythme, on est toujours happé par le film du début à la fin. Et puis servi par une bande originale en plus, on pourra y revenir aussi, mais j'ai pas noté le nom du. C'est pas un polonais ou un aussi mec, parce que c'est polonais, je me suis dit que j'allais pas Wojciech un truc comme ça. Je sais pas si je prononce sûrement pas bien, mais Wojciech Kilar. Mais oui, qui a fait tous les thèmes du film sont ultra connus, quoi. Vraiment. Et puis ils tous tellement, ils sont prenants, quoi. Ils ont été repris. Je sais pas si tu te souviens dans. Alors moi, c'est marrant parce qu'il y a vraiment un thème où j'ai pensé Pirates des Caraïbes. Le premier, il y a un moment donné, je trouve une petite reprise. Quoi, qu'est-ce qui te fait marrer ? Parce que je pense chevaucher, cheval, Van Helsing, et du coup le côté épique, tu sais, du film qu'on a regardé. Tu penses à Van Helsing, le film de Steven Sommers ? Oui, c'est ça. Et du coup, avec le cheval qui revient tout le temps. On a l'opposé de Francis Ford Coppola quand même. Mais du coup, c'était drôle. J'avais fait une association d'idées dans ma tête, désolé. Mais du coup, oui, il y a un moment donné, je crois que c'est quand Barbossa, il se rend compte qu'il se fait entuber, ou je sais pas quoi, ils sont dans la caverne. Ouais. Et t'as vraiment le
qui revient comme ça. Ouais, d'accord. Quand ils sont à la caverne, il y a vraiment ce petit rythme là qui fait très Dracula. Ouais. Et du coup, quand j'ai vu, quand j'ai revu du thème du coup qui ouvre Dracula, hein, celui qui fait. Ouais, cette espèce de. Ce truc-là, ça, je crois, j'ai l'impression qu'il est repris par ce bon vieux Hans Zimmer qui fait. C'est possible. Qui fait beaucoup de reprises. Après, les artistes s'inspirent les uns les autres, forcément, que ce soit volontaire ou pas d'ailleurs. Oui, bah ça, oui. Et, non, c'est exceptionnel. Hein, mais oui, très, très bonne BO pour le coup. Est-ce que vous en savez un petit peu sur la genèse du film ? Moi, j'ai pas trop d'informations. Un petit peu. Est-ce que vous voulez que je vous fasse Est-ce qu'on parle d'abord de la genèse du film ou est-ce qu'on résume le film ? On va résumer le film. Alors, tu voulais faire un résumé foireux, c'est ça ? Ah oui, en hommage à Maxime. Ah bah vas-y alors. Et après, si vous voulez, je vous laisse faire un vrai résumé. Oui, bah après. Mais je pense que les gens connaissent quand même Dracula, j'espère. Oui. Mais vas-y. Quand Roméo rencontre Juliette et qui prendrait bien l'apéro avec son hémoglobine, une histoire d'amour éternel où des chauves-souris jouent les entremetteuses, ou même un simple voyage en Transylvanie devient un trip hallucinogène. Entre coiffure improbable, accent douteux et séance de lévitation impromptue, on découvre le vampire le plus dramatique de l'histoire du cinéma, qui visiblement a un problème avec les miroirs, mais pas avec les poses sensuelles. Pas mal. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Écoute, Maxime peut se faire du souci. Maxime, il reviendra plus. Il va plus vouloir venir. Bref. Très bien. Oui. Dracula, vas-y, c'est ton film, toi. Tu kiffes Dracula. Donc, que quoi ? Faut que je dise quoi ? Tu nous fais un petit pitch. Un petit pitch, donc plus. Pied levé comme ça. Un vrai, quoi. Eh bien, le pitch qui est d'ailleurs le pitch du. Alors, pas tout à fait, mais déjà du livre, mais ça commence de la même manière. En gros, c'est. Un comte, le comte Dracula, qui est un noble des pays de l'Est de Transylvanie, c'est la Roumanie, la Transylvanie, les Carpates, qui souhaite avoir un pied-à-terre à Londres en fait, et qui fait appel à un cabinet de notaire, et donc qui fait venir il y a un jeune notaire qui vient pour un quart de notaire, je sais plus, qui vient le voir chez lui. Mais en fait très vite on se rend compte que ce comte est un personnage surnaturel. Il le garde prisonnier dans son château pendant que lui va en Angleterre, et en fait se rend compte que c'est un vampire en fait, ce comte Dracula, et qui en fait il veut assouvir, surtout en gros ah oui, non, mais j'étais en train de résumer le bouquin, moi. Non, t'inquiète. Du coup, en fait, il veut. Parce que c'est vrai que par rapport au bouquin, il y a cette histoire d'amour qui vient se rajouter. Oui, c'est ça, qui n'est pas dans le bouquin. Oui, c'est ça. Et là, pour le coup, c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte que je m'égarais, en fait. T'inquiète. Si tu veux, je peux finir sur le. Oui, sur l'histoire. Ouais. Sur l'histoire d'amour. Comme tu veux. En fait, globalement, en fait, ce comte Dracula était un chevalier il y a plusieurs siècles là, qui est devenu un vampire, et qui retrouve en la compagne de Jonathan Harker, ce cœur de notaire, le sosie, la réincarnation de son ex-épouse, son amour perdu, qui a mis fin à ses jours, le pensant mort, parce qu'il était parti à la guerre. Et en fait, c'est tout ce périple-là dans Londres, avec Van Helsing en face de lui, qui est un théologien scientifique, et qui va essayer de lui barrer la route avec une équipe de chasseurs de vampires, mais qui bien malgré eux se trouvent engagés là-dedans. Et voilà, et c'est toute cette histoire-là. Voilà. Ça fait un peu penser aussi à la momie de Steven Sommers. On va rester sur ce mec-là tout le temps. Mais... La momie de Steven Sommers, c'est avec ce côté aussi où il retrouve la nana. Il pense que c'est la réincarnation de machin. Bref, la momie. C'est ça. Après, les histoires, ça se répond tout ça. C'est ça, hein. On peut partir déjà sur un sujet. C'est vrai que là, tu dis que Van Helsing vient s'opposer à lui, mais en fait, c'est ça. C'est que dans tout le film, il y a cette opposition entre la science et le surnaturel en permanence. Oui. Là où, en fait, le surnaturel est exprimé par un truc hyper expressionniste, hyper théâtral. Et opposé avec vraiment Van Helsing qui est la science, les découvertes, l'arrivée du cinéma aussi, tout ça. Il y a vraiment toute cette scène dans Londres où on sent en fait l'arrivée du nouveau siècle, et lui on va à l'inverse de ça en fait. Et d'ailleurs souvent de l'autre côté de l'écran, quand ils sont au cinéma dans cette scène à Londres, il est de l'autre côté de l'écran avec Mina. Il est vraiment à l'opposé quoi. Ouais. Il y a plein de petits indices dans le film disséminés. Et par rapport à Van Helsing, ce qui est intéressant, c'est que Van Helsing, il est les deux, lui. C'est-à-dire qu'il est la science, mais il y croit totalement au Sphératu et au monstre séculaire, qui est depuis des siècles, qui est là, qui rôde, en fait, qui est tapis dans l'ombre et qui boit le sang. Il y croit, en fait. Il est les deux à la fois. C'est ça qui est marrant.
Et en fait, on retrouve vraiment cet aspect gothique, baroque dans le film du fantastique du 19e, avec ce mythe entre la réalité et la folie, où on ne sait plus le monstre de l'humain, est-ce que c'est la folie qui bascule ou est-ce que c'est vraiment un monstre dans l'irréalité, et je trouve que le film revient vraiment remettre ça au jour, où on a vraiment cet aspect gothique et baroque, c'est vraiment ça, où du coup il y a la science qui s'affronte face à l'ésotérisme, et on ne sait plus. Enfin, on le sait dans le film, mais il joue sur la folie humaine et l'aspect surnaturel. Et du coup, les deux se côtoient tout le temps. Il y a une vraie dualité autour de ça dans tout le film. Oui, complètement. Et ça va jusqu'à... C'est marrant parce que du coup, il y a cette association où vraiment le cinéma arrive dans les années 1900, au moment aussi où le personnage de Dracula est créé. Il y a vraiment aussi un délire sur le cinéma, mais on va y revenir après, je m'égare un peu là-dessus. Mais ouais, c'est toujours cette opposition, et vraiment le film va à fond dans pour le coup, c'est le courant vraiment expressionniste du cinéma, qui était amené par Murnau avec Nosferatu. Sorti alors à début du siècle, c'était en 1900 et c'est les années 20 je crois, même avant je pense, ouais. Donc c'est un peu la base, ce film là se reprend beaucoup d'hommages et beaucoup de trucs de Nosferatu, ce qui est assez marrant qu'il s'appelle Nosferatu parce qu'ils n'avaient pas les droits à l'époque, ils n'avaient pas obtenu les droits, et du coup tous les personnages ont changé de nom. D'accord. Donc en fait il s'appelle pas Dracula, il s'appelle Nosferatu. Ok, d'accord. Parce qu'ils n'avaient pas les droits, en plus il y a bientôt un remake de ce film là. Ah bah, il y a eu un remake, puis il y a eu, entre temps, c'est vrai qu'on peut revenir là-dessus, c'est qu'il y a eu plein de films. T'as eu Bela Lugosi, qui jouait Dracula, il y a Christopher Lee aussi. On a fait une palanquée. Jusqu'à Nancy Nielsen. Dans un autre registre, 2-3 ans après, Dracula de Coppola. Oui. Mais ce qui est marrant, tu parles de l'expressionnisme là, il est très présent, plus même dès le début, là, quand on voit la première séquence qui se passe encore à l'époque où le comte Dracula est un chevalier. Oui. Quand il a la fameuse séquence de guerre contre les Turcs, le jeu d'ombre, tout est en jeu d'ombre sur fond rouge. C'est vraiment c'est du dessin, quoi. C'est vraiment c'est très très. Je me suis fait la réflexion en le voyant. Je me suis dit, ça c'est du génie. Ouais, c'est presque un dessin. C'est presque des dessins, tu sais, presque des animations faites pour les enfants. Alors comment évidemment le conte, ce qui s'y passe n'est pas du tout pour les enfants, mais c'est très, tu vois, tout est très. Quand il empale, par exemple, un c'est très symbolique en fait. Il est là. C'est surtout ça minimise aussi la violence du truc, mais surtout c'est une question de budget. Oui, il y a de ça aussi. Non, mais c'était ça, c'est justifié par Coppola de cette façon-là. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment en mode, là on n'avait plus d'argent, donc il fallait qu'on ruse en fait. Et donc il a assumé ça jusqu'au bout, quoi. Ils ont trouvé cette idée-là, mais en plus qui vient appuyer le côté ombre, qui est hyper présent tout le temps, l'ombre, puis surtout toujours c'est le côté baroque et gothique, ça, ce jeu. Toujours comment dire, le surnaturel qui vient contrer les lois de la nature en permanence. En fait, dans le film, t'as toujours un truc bizarre en permanence en fait. Et ce jeu d'ombre, c'est une anomalie en fait, Dracula. Ce jeu d'ombre là, il a même lieu d'ailleurs aussi quand ils sont la séquence en restaurant là, tu sais, tous les deux où ils lui servent de l'absinthe là. On voit des ombres derrière qui bougent, des gens qui dansent, qui parlent. Ça c'est donné un effet un peu romantique et charnel érotique. Alors t'as ça, mais surtout cette image là, elle renvoie à autre chose, elle renvoie à la scène dans le cinéma. Oui, aussi. T'as quand même, c'est aussi. Non mais attends, c'est vraiment. Clairement, la vitre c'est un écran blanc. En plus, c'est vraiment blanc. Hein. C'est pas un truc transparent ou jaunâtre. C'est blanc. Et t'as des ombres dessus. Et ils sont toujours de l'autre côté. Ils sont de l'autre côté de l'écran. Vraiment le côté irréalité. Et est-ce qu'on voit sur la c'est un vitre truc assumé à fond en fait. Est-ce qu'on voit sur la vitre, c'est les gens qui sont derrière en fait. C'est les gens qui sont derrière qui projettent le rond, mais c'est vraiment, encore une fois, le cinéma. C'est un film qui parle beaucoup et qui image beaucoup le cinéma à plusieurs reprises. Dans le sens de, on est de l'autre côté, on est dans la fiction, on est dans l'irréel, quoi. Et d'autant, et puis c'est assumé, parce que d'ailleurs, parle d'irréel, mais tout le film d'ailleurs est comme ça, c'est vraiment, c'est onirique en fait, quoi. C'était vraiment, t'as plein de séquences où ça fait vraiment penser aux rêves que tu peux faire des fois, des choses des choses qui s'imbriquent des fois sans trop de sens
Et genre toutes les séquences qui se passent dans le château, par exemple, là, quand Keanu Reeves qui essaie de s'échapper ou qui tombe sur les femmes vampires, où on voit même quand il s'échappe et qu'il glisse, tu sais pas en fait s'il y a plus d'endroits et plus d'envers, en fait il veut tu perds tes sens. C'est ça, c'est qu'il tourne juste dans un coin de la muraille, en fait il tombe comme si d'un coup le vide était là, alors que le vide est sous ses pieds, mais non, le vide d'un coup est sur sa droite. C'est complètement absurde. Complètement. Ouais. Et du coup il y a un truc qui est quand même marrant. En fait, là, tu parlais du début du film tout à l'heure, avec la séquence en ombre. En ombre. Ouais. Il y a un truc qui m'a marqué, moi, à ce moment-là, surtout le costume de Dracula, l'armure qu'il a. Qui est assez dingue, qui est une espèce d'armure qui fait penser à des muscles, comme un écorché. C'est ça. C'est de la chair à vif, quoi. Qui annonce déjà une espèce de truc morbide, quoi. Oui, c'est ça. Sans que le gars, c'est pas. Il y a un truc vachement glauque. Il a le rapport au sang qui est déjà là, le gars, quoi. Oui. C'est pas un saint qui est devenu un monstre d'un coup. C'est méga glauque, je trouve. Oui, c'était déjà pas un homme tip-top de son Oui, c'est vivant, ça. C'est que il est surnommé Vlad l'Empaleur, son surnom, voilà, quoi. C'est surtout issu de Vlad Tepes. Ouais, c'est ça. Qui est plus ou moins un personnage historique. Oui, c'est ça. Il a voulu un peu ancrer Coppola. Oui, c'est ça. Je sais pas si c'est dans le bouquin vraiment. Non, c'est pas dans le bouquin, ça. Ouais. Non, ça, c'est Coppola qui a fait ça. Il a voulu ancrer ça un peu dans le réel, donner un côté un peu mythique, quoi, au personnage. Ouais, c'est ça. Qui est assez sympa. Mais jusqu'à la fin avec l'espèce de fresque. Oui, c'est incroyable. Jouer un peu sur le côté encore historique réel et mythique. Il joue vachement avec ça. Ouais. Et d'ailleurs, il revendique. Le film s'appelle Bram Stoker's Dracula. Oui, c'est ça, oui. Il revendique quand même de. C'est un truc qu'il fait beaucoup. Il rend vachement hommage à l'auteur. C'est un truc qui dit beaucoup. C'est ce qu'il fait aussi pour le parrain. Ça s'appelle Mario Puzo's parrain. Oui. Mario Puzo's parrain. Oui, c'est Mario Puzo's Godfather. Oui. C'est un truc qu'il fait en permanence sur ses films. Qu'il fait souvent sur ses films. Ouais. Oui, tout à l'heure, tu parlais de la jeunesse du film. Désolé pour le chat. Le chat noir en plus. C'est pas grave, on va continuer, il va se calmer. Oui, tout à l'heure tu parlais de la jeunesse du film. Je sais pas si toi tu avais trouvé des. Non, j'ai pas grand chose. De ce que j'ai trouvé, c'était qu'il y avait une volonté de Coppola à revenir aux sources sur l'histoire originale du mythe du vampire en fait. Et vraiment, c'est. Alors attends, j'ai noté son nom, James V. Hart. Qui a écrit, qui était le scénariste et qui a proposé une vision vraiment centrée sur l'amour tragique de Dracula. Et c'est ce twist sentimental qui a intéressé Coppola, qui trouvait plus intéressant que juste le côté horrifique. Et du coup, il y avait une idée de renouveler le genre où on donnait à Dracula une dimension émotionnelle d'un monstre à la fois monstrueux et amoureux maudit. Et voilà, moi, ce que j'ai trouvé par rapport à la jeunesse du film, que je trouvais intéressant, parce que c'est vrai que ça éclaire bien la lecture qu'on peut faire, une des lectures qu'on peut faire du film en tout cas. Oui, complètement. T'avais d'autres infos aussi sur la jeunesse du film, je sais pas. Le casting, comment il s'est fait le casting, on sait pas. Avant le casting, peut-être juste par rapport à la genèse de ça, qu'à la base, c'était pas censé être fait pour le cinéma, ce scénario-là. C'était à la base destiné pour la télé. Un scénario qui a été destiné pour la télé. Et en fait, c'est Winona Ryder. Qui a eu entre les mains ce scénario et qui a proposé à Francis Ford Coppola de l'adapter. Okay. Et en fait, il y avait une histoire avec Francis Ford Coppola, c'est que lui, par rapport à des racontars, alors ce qu'il avait entendu, ce que j'ai vu, je ne sais pas si c'est sûr, mais que apparemment, pour le Parrain 3, qu'il a tourné, normalement, Marie Corleone devait être jouée par Winona Ryder et pas par Sofia Coppola, sa fille. Et en fait, ça s'est pas fait. Elle s'est désistée au dernier moment, Winona Ryder. Et il pensait que comment dire ça, alors je sais pas s'il y en a un qui pensait que l'autre lui en voulait en fait entre ces deux, et en fait pour se prouver mutuellement qu'il n'y avait pas de problème entre eux. Ça s'est fait comme ça, c'est pour ça qu'ils se sont rapprochés en fait, et Winona Ryder est un peu à la base aussi de ce projet-là. D'accord, elle a apporté un peu le truc. Voilà. Et elle incarne tellement bien le rôle de Mina. Ouais, elle fait très bien. Elle est très bien. Elle est très bien. Oui, tout à fait. Voilà, donc
Juste pour la petite genèse de ce truc-là, qui a failli être un téléfilm en plusieurs parties. Ouais. Quoi, voilà. Ouais, on a échappé à ça. Ça aurait été dommage. Oui, quand on voit ce qui a été fait, oui. Carrément. On se serait privé de quelque chose. Parce que finalement, Coppola, il débarque là-dessus un peu plus tard. Quoi, finalement. Puis il a apporté sa patte, sa folie aussi. Parce que Coppola, niveau folie, ici, Apocalypse Now, il sait ce que c'est que la folie. Hein, voilà, oui, on rappelle Coppola quand même, c'est Apocalypse Now, c'est le parrain, ça va quoi. D'ailleurs, on précise qu'on spoil. Hein. Enfin bon, Dracula. Oui, bien sûr. Dracula quand même, Dracula, mais bon, voilà, on précise quand même. Donc casting, c'est ça que tu voulais. Ouais, casting. Alors oui, on parle aussi de Keanu Reeves qui, pour le coup, a été assez critiqué pour ce rôle-là, soi-disant qu'il joue pas. Mais c'est le personnage en même temps. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, ce côté plat vient vraiment servir le côté. Un peu naïf, intense. Non, il vient vraiment donner un point d'opposition à Dracula qui est très exubérant en fait. Et du coup, ça met en lumière la différence. L'excentricité de Dracula. Ouais, c'est ça. Et en fait, celle de Van Helsing aussi. Oui. Enfin, Van Helsing, à l'opposé de Dracula, c'est la Némésis, c'est le même. Hein. C'est taré. Il est fou. Hein. Mais par rapport au personnage Jonathan Harker, personnage joué par Keanu Reeves. Moi, par rapport à ce que je sais de l'interprétation, parce que par rapport au rôle que j'ai pu faire, même je le sais, parce que c'est toujours comme ça, c'est le rôle du jeune premier. Et le jeune premier, il n'y a pas plus chiant à faire, parce que tu n'as rien à faire. C'est plat, c'est lisse, et c'est toujours je crois qu'il n'a pas aimé trop l'expérience. Non, mais il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas de relief dans ces personnages-là. Sauf quand ils passent d'une chose à une autre. Et d'ailleurs, même pour Winona Ryder, hein, le rôle de Mina, à part à la fin quand ça devient plus intense pour elle, mais le rôle de la jeune première. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de dualité il y a un truc charnel qui est vachement. Et puis il y a à la fois l'innocence et en même temps l'abandon. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus subtil. Disons que oui, effectivement, elle apporte quelque chose étant au cœur de la chose, effectivement Là où je suis d'accord avec toi, Jonathan Harker, il a vraiment ce rôle de. En fait, c'est lui qui fait le lien entre Dracula et Mina. Et il est passe-plat, en gros. Mais il y a un côté de narrateur, en fait, au début du film. C'est ça. Et puis après, c'est aussi le côté protecteur, sécuritaire, conservateur, qui va bien avec l'image de Mina, très prude et innocente et naïve qu'on a au début du film. Et c'est pareil, c'est l'émancipation de tout ça qui va la faire aller vers Dracula, ou Dracula qui l'emmène à s'émanciper de tout ça, plutôt dans l'autre sens. Mais du coup, c'est vrai qu'il a ce rôle-là pas très valorisant du coup d'ailleurs lisse. Il a passé le casting pour le rôle de Dracula, Keanu Reeves. Mais comme un nombre de stars de l'époque, mais incalculable. Je suis tombé sur le nombre de mecs à avoir passé le rôle de Dracula, juste pour donner un ordre d'idée. Hein. Avant Gary Oldman, hein, donc il y a eu Keanu Reeves, il y a eu George Clooney, il y a eu qui? Il y avait eu Rupert Everett, il y avait eu toutes les stars de l'époque. J'en revenais pas. Il y a une liste, mais qui fait je sais pas combien de lignes. Tous les mecs les plus connus de ce âge-là, à peu près du même âge. Ils sont tous passés. Et c'est Gary Oldman. Keanu Reeves, il est jeune quand même. C'est bizarre. Keanu Reeves, par contre, c'est un peu exception. Il est jeune, mais il l'a passé. Alors je pense qu'ils n'ont pas dû rester sur lui très longtemps. Ils ont dû se dire que ça allait pas. Même Gary Oldman n'était pas si vieux que ça. Non, aucun n'était vieux. C'est juste qu'il était très bien maquillé. Oui, c'est ça. Sa coiffure est incroyable. Tout, il y en a plusieurs. Il y a un nombre de costumes incalculable. D'ailleurs, j'ai dit à Thibaut hier qu'il avait des cheveux à te faire pâlir toi d'envie quand il est quand il est en jeune là. Le tableau où tu le vois là, tu sais, avec ses cheveux ondulés. Ses cheveux bouclés, même ils sont plus beaux que je vois pas ce que j'allais envier, je suis désolé, mais moi je suis pareil. Ils sont un peu Serious Black d'ailleurs, tu sais. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose, je suis d'accord avec toi. Il y a une petite vibe Serious Black, carrément. C'est plutôt Sirius Black qui avait une petite vibe Gary Oldman du coup dans la chronologie des choses. Sirius Black comme ça, c'est incroyable. Il a la classe quoi. Ouais, de ouf. Tu vois quand avec ses costumes là, tous ces costumes différents là. Jusqu'au moment où il est dans l'espèce de. Quand il est dans la rue là avec ses chiens loups, je sais pas quoi, il est énorme, il fait flipper là. Avec ses petites lunettes à carreaux bleus là, son chapeau de forme, il a la classe. Ah ouais, mais là il est incroyable. Et puis c'est le moment où il est charmeur aussi. Oui, c'est ça, il est charmeur et puis toutes ces tenues elles sont incroyables. Il y a même une qui est inspirée directement d'un tableau de Gustav Klimt. C'est celle, tu sais, celle qui est jaune. Celle quand il sort de son sarcophage tout droit comme ça là. On la voit très peu de temps celle-là. Oui, c'est vrai. Celle-là c'est un tableau. Il y a un tableau de Klimt qui s'appelle Le Baiser. Si vous regardez bien, c'est quasiment c'est une réminiscence de Nosferatu aussi pour le coup. Mais alors ce qui est marrant, c'est que les costumes, il y a beaucoup de costumes qui ont été faits par une costumière japonaise. Oui. Ils l'ont engagée surtout pour
pour marquer la différence en fait par rapport au classique. Avec la cape noire qui remonte, le col remonté, il voulait vraiment pas de ça, il voulait un truc très différent. Il y a un aspect très théâtral. Et du coup, t'as vraiment, t'as un aspect très théâtral, je suis d'accord, mais il voulait vraiment quelque chose qui se démarque, qui marque une rupture avec ce qui s'est déjà fait, parce qu'il y en a tellement de films Dracula avant. Oui, avec toujours cette même tenue, avec la médaille, la cape, la chemise. Il fallait Dracula, c'est habillé comme un maître d'hôtel, quoi. Il fallait qu'il rafraîchisse. Il fallait qu'il rafraîchisse tout ça, en fait. Et même les autres costumes. T'as la robe de mariée de Lucy aussi, qui moi me rappelle le dilophosaure de Jurassic Park. Ça y est, il a réussi à caser Jurassic Park en parlant de Dracula. J'avoue qu'on peut. Non, mais si vous regardez le film, vous comprendrez. Sans le bingo. Vous comprendrez. Oui, mais je vois très bien de quoi tu veux parler. La collerette. Moi, ça me fait penser à Pierrot. Moi, ça faisait penser à Pierrot, par exemple. Mais non, lui. Non, pour moi. Jurassic Park. Moi, c'est au petit lézard dans Bernard et Bianca, tu sais qu'elle. Non, pour moi, elle va cracher du venin, c'est tout. Oui, c'est ça, oui. Donc, des costumes, voilà, très marqués. Ouais, très marqués. Vas-y. Ouais, je vais dire où chaque costume représente un personnage, quoi. C'est vrai que et une chaque costume est super adapté à son perso, quoi. Il parle du personnage, mais ça c'est la définition du costume. Tu vois, et du coup selon le moment, tu vois, les tenues très victoriennes de Mina quand elle est avec Jonathan ou dans son monde très son monde à elle au début, et cette robe blanche et ample qu'elle a à la fin où elle s'unit avec Dracula. Donc, tu vois, il y a vraiment ou alors les robes transparentes, c'est des vampires. Tu vois, t'as beaucoup de sensualité aussi. Ouais, c'est ça, et c'est vraiment adapté. Mais là, on peut aller dans l'aspect, le deuxième aspect hyper présent du film, qui est la sexualité débridée et l'érotisme hyper présent. C'est presque un film érotique. Pour moi, c'en est un, carrément. Mais du coup, c'est vrai que tu parles des robes, il y a vraiment des moments où t'as même des plans, à un moment donné, t'as Winona Ryder qui court à un moment donné dans le labyrinthe, là. Oui. Sa robe. Oui, c'est une chemise de nuit qui est épaisse comme rien de tout. C'est transparent, c'est du voile, en fait. Oui, c'est ce plan, t'es là, waouh, qu'est-ce que je regarde? C'est totalement assumé, là. Entre elle et Lucie, c'est clair. Mais vraiment, un plan, à un moment donné, j'étais là, qu'est-ce que. Et oui, Lucie, évidemment, qui a des fringues, puis c'est le rouge, quoi, le rouge sang et tout. Oui, c'est ça. Alors c'est marrant, du coup on va aller à fond dans cet érotisme-là qui était voulu, qui était vraiment une note d'intention du film, qui a toujours été présent dans Dracula, mais là qui est vraiment qui est bien mis en scène en plus, qui est jamais qui se tombe jamais dans le too much, tu vois. Il n'y a jamais de vulgaire et zéro explicite, c'est toujours suggestif. Enfin, non, dans l'érotisme, je veux dire. C'est suggestif, mais c'est bien. C'est bien suggestif. C'est bien suggestif. Le fameux plan aussi de Monica Bellucci qui sort du sol. Mais oui. Entre les jambes de Keanu Reeves. Cette scène est dingue. Est-ce qu'elle sort du tapis, sort du sol? Tu sais que c'est quand même la première apparition de Monica Bellucci au cinéma. C'est celle-là sa première? Ouais, vache. Est-ce qu'elle est entrée, tu vois? Ah oui. Oui, plein de scènes, puis même toute la relation entre Dracula et puis Mina qui, tous les moments où ils se croisent, ils vont se sauter dessus, ils se regardent, des regards et tout, des trucs. Il y a une tension sexuelle. Une tension sexuelle qui est présente, permanente. Mais qui était aussi présente dans son tournage parce que en fait, Gary Oldman était c'est un acteur qui va pas à moitié, quoi, et qui était ultra trop peut-être, je sais pas, investi dans son rôle et qui a vraiment il faisait presque peur des fois, et je sais que même leur séquence d'intimité ou sexuelle entre Winona Ryder et Gary Oldman, des fois je pense que sur le plateau, on raconte que ça dépassait un peu le cadre du voilà, c'est qu'à un moment on leur disait stop, arrêtez, on coupe. Ouais, mais après je sais que Coppola mais Coppola il est aussi vachement intense dans ses films. Toute l'histoire, je vous invite à aller voir l'histoire du tournage d'Apocalypse Now, vous comprendrez ce qu'il veut faire. Non, mais ça c'est Et d'ailleurs, il y avait des tensions entre Winona Ryder et Gary Oldman au début du film, au début du tournage, à tel point qu'ils s'adressaient même pas la parole, quoi. Après, ça a dû mais je crois que Gary Oldman n'est pas un acteur facile. Ouais, j'imagine. Je pense qu'il y a eu je crois que j'avais vu une vidéo à un moment donné ou un truc avec Gary Oldman justement au moment où il tournait une scène quand il a tout son costume rouge avec sa coupe blanche là, où je sais plus, il pète un câble parce qu'il veut pas faire une scène ou je sais pas quoi, parce qu'il veut le faire d'une certaine manière et que c'est pas ce que demande le réalisateur. Je pense qu'il est pas simple de base. Oui, des scènes, moi j'ai vu aussi une scène de répé, là, ils sont vraiment en mode répé, genre c'est pas en costume, ils sont dans une pièce, ils répètent. Oui, je crois que c'est ça. Où t'as Gary Oldman, il est pas content de lui, il commence à se taper le front tout seul comme un abruti, tout le monde le regarde. C'est ça que j'ai vu. T'as vu ça, et du coup, c'est ce qui donne sans doute cette intensité au personnage de Dracula. En fait.
Probablement, mais il y avait beaucoup de répétitions, ouais, a priori. Ouais. Alors, il y a plein d'éléments. Ouais. C'est un film qui est hyper dense en fait dans tous ces aspects-là. Oui. Mais dès le début, on voit le personnage de Lucie qui est hyper, qui parle que de ça. Hein. Oui, c'est ça. Débridé. Oui, c'est ça. On découvre Mina qui regarde un bouquin sur le Kama Sutra. Oui. C'est pas le Kama Sutra, mais c'est un truc. C'est quasi ça. Ouais, c'est illustration. C'est des illustrations. Je crois que c'est les contes des mille et une nuits. Oui. Donc voilà, c'est hyper présent en permanence dans ces trucs-là, et la scène du labyrinthe où on voit Dracula qui a un rapport avec Lucie. Bestial, forme de bestial. loup. Ouais. Voilà, qui est hyper bien mis en scène. Alors Lucie, c'est assez rigolo parce qu'il y a une scène où on la voit. Lucie, à un moment donné, elle se fait vampiriser. Oui. Et à un moment donné, il y a Van Helsing du coup qui débarque parce qu'il faut trouver une solution. On comprend pas ce qu'elle a, etc. Et on entend des gémissements orgasmiques, des cris hyper suggestifs. Et en fait, c'est marrant parce qu'ils ont fait appel à une chanteuse pour faire des cris vraiment le plus sensuel possible. Quoi. Et ça marche. Ça marche très bien. Donc il y a vraiment cette association. Parce que effectivement, c'est très érotique, très sexualisé, mais c'est toujours mêlé avec avec la mort, avec le glauque, avec le sang, quoi. Donc c'est toujours entre deux. Même la scène où ils sont où Keanu Reeves, le personnage de Keanu Reeves découvre les femmes de Dracula. Oui. Au début, c'est chouette, mais quand elle commence à lacérer, à lui bouffer les tétons. Oui, tu as le téton qui fait qui a le sang qui passe. Oui, c'est. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il en est complètement transformé d'ailleurs de ce truc-là, c'est qu'il arrive à s'échapper, mais au prix de quoi, d'un épuisement terrible. Il est brun et une décoloration des cheveux. Il a les cheveux blancs. Il a les cheveux blancs à la fin du film, quoi. Mais ça, c'est bien vu, ça. Ça, c'est bien vu. On a vraiment l'impression d'un genre de danse macabre où en gros. Elles l'ont vidé, quoi. Elles l'ont vidé de sa substance de vie. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement ça. Et comme la séduction précède la destruction, en fait, avec les vampires. Du coup. Oui, mais c'est ça. Ouais. C'est vraiment attirer, on lie la mort et on t'attire pour te désir. bouffer, quoi. C'est de la prédation, quoi. Oui. Et alors tout ce truc-là, alors moi j'ai vraiment une scène que j'adore. Hein. C'est vraiment la scène à Londres où on découvre Dracula avec son fameux haut de forme et ses lunettes bleues là. Oui. Cette scène, elle est. On va revenir sur la sexualité, mais je fais une aparté là sur cette scène-là qui va amener à la sexualité aussi. Où vraiment on ouvre la scène. Donc Dracula débarque à Londres. Et lui, il découvre un peu le monde des années 1900 pour le coup, parce clairement, il est coupé du monde. Et il traduit ça, Coppola, avec une ouverture, avec un plan filmé avec une caméra à manivelle, une caméra pâtée, une vieille caméra. On voit le côté légèrement accéléré de l'image, etc. Parce qu'il fallait tourner la manivelle suffisamment vite, mais pas trop vite. Sinon, ça fait accélérer. Pour vraiment ce côté ancré dans une époque, en fait, aussi. Et progressivement, on va revenir en fait à l'image normale entre guillemets, à laquelle on est habitué, mais on passe par différents plans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un plan où ce n'est plus cette petite caméra, c'est une caméra classique de cinéma actuelle, on va dire entre guillemets en 92. Mais alors c'est des termes techniques, mais en gros, la fréquence d'image est plus élevée. Ce qui donne ce côté très très net permanent, ce que tu as sur les vieilles caméras. Donc il fait vraiment une transition plan à plan pour progressivement revenir vers des images du film telles qu'elles sont depuis le début du film, en dehors de ce passage-là. Même les couleurs vont être plus vives aussi progressivement. Oui, c'est ça. Mais très marrante cette scène. Et puis on a vraiment l'impression de voir presque un documentaire, quoi. Parce qu'en plus, il le filme pas vraiment lui directement. Tu sens qu'il échappe un peu à la caméra. Tu sais, il se balade, il marche, mais la caméra le saisit pas vraiment lui complètement. On le voit qu'il passe dans un coin, hop, et puis après, hop, il est dans un petit coin là, mais c'est même pas dans lui la manière de vraiment. filmer, même dans la manière de filmer, ce côté vraiment, on savait pas filmer. Enfin, on apprenait aussi à l'époque et c'était pas facile de déplacer une caméra à l'époque aussi. Donc il a vraiment joué là-dessus. Et du coup, il va parler de cinéma parce qu'il vient voir. Il dit à Mina, je voudrais découvrir le cinéma. Qu'est-ce que c'est ? Cinématographe. Et là où c'est présenté en fait comme quelque chose de nouveau, quoi, de totalement novateur. Donc on voit le fameux film L'entrée en gare de la Ciotat, qui est un des premiers films de l'histoire du cinéma aussi. Des Frères Lumière. Et à un moment donné, il y a une scène de séduction du coup entre Dracula et Mina. Et là, on a un loup qui débarque, qui est un truc complètement mis en scène onirique, mais qui marche très bien. Et en fait, en arrière-plan sur l'écran, tu vois une femme nue en fait sur l'écran.
Et t'as vraiment ce côté à la fois bestial et sexuel en fait qui est présent et qui définit Dracula en fait. Et puis ce qui va se passer même par la suite, parce que finalement ça va être la scène du jardin. Je sais plus si elle est déjà passée à ce moment-là. C'est la scène du jardin où il est en espèce de bête là. Fais gaffe ton micro. Il est trop loin. Ouais. Où il est où du coup il couche avec Lucie. Du coup il est en espèce de, tu sais, on sait pas quelle bête c'est une espèce de mi-singe, mi-loup, c'est une bête quoi. Ouais, c'est ça, et ça fait penser à ça quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup juste après ça t'as une scène un peu chelou, il caresse le loup. Oui. Et c'est hyper, c'est pareil encore une fois avec ça il te fait un truc, t'as l'impression qu'il se touche quoi. Oui. Oui, c'est ça. Mais c'est hyper bien amené, je trouve. Ça passe très très bien. Oui, parce que c'est encore une fois, il y a zéro vulgarité. En fait, là, c'est totalement implicite. Ah oui, mais tu comprends parfaitement. Ouais, c'est pas de problème. Hein. Mais juste que les dents parce que l'idée des dents quand même qui sortent quand il est bien excité. Oui. Ah bah oui, totalement. Et qui doivent pénétrer la peau parce qu'il y a vraiment cette espèce de pénétration. Mais la pénétration, et le sang devient le liquide en fait. Oui, on est d'accord, mais ça fait partie de l'histoire du vampire depuis très longtemps. Non, mais là, ce qu'il rajoute, c'est ce côté je sors les crocs, qui est un truc très sexuel en fait. Oui. C'est ça qui est nouveau, ce qu'il amène, ce qui n'était pas présent. Enfin, il me semble pas que dans le bouquin il y a ça. Mais... Dans l'aspect sexuel de la pénétration, du coup, illustré. Mais lui, il illustre vraiment bien dans le film. On voit vraiment ce moment de la pénétration où en fait les personnes mordues sont presque en extase en fait. Et du coup, le sang devient ce que je disais, le liquide de la jouissance. Et au-delà de ça, la transmission de maladies, de trucs. C'est aussi ça quoi. Il y a aussi beaucoup de scènes, parce que là, du coup, c'est quand même... Voilà, on voit le loup, on voit les trucs assez littéraux, il n'y a pas trop d'effets spéciaux dans cette scène. Mais il y a quand même énormément de scènes avec des surimpressions d'images, avec des trucs très, très, très expressionnistes à balle. Et ça participe à l'aspect théâtral du film. Ouais, totalement. T'as l'impression de voir des ballets sur scène, quoi. Oui. Dans toutes les séquences je dans le jardin. Je me demandais si Dracula qui flottait, il n'était pas sur une planche à roulettes qu'on tirait à un moment donné pour faire ce côté alors ça, autant c'est vraiment un truc qui fait partie de l'aspect surnaturel de Dracula aussi, ouais. Mais, c'est cet aspect flottant. Mais je parlerais surtout des effets, vraiment, des moments où, au début du film, sur le prologue, on voit le train qui vraiment est sur le bouquin, littéralement, quoi. Oui. Tu vois, il y a vraiment des trucs très, très oniriques, très, très barrés. Qui fonctionne super bien, je pense qu'il fonctionne pas sur tout le monde. Avec le ciel rouge là. Où tu vois les yeux de Dracula. Les yeux bleus dans le ciel rouge, très kitsch. Ça peut être très kitsch, mais ça marche bien. Ah oui, ça marche bien. L'aspect kitsch de ce film marche super bien. C'est comme le moment où on voit des globules rouges à l'écran. Oui. Et il s'élève et t'as une transition vers Dracula qui fait un peu son chef d'orchestre là, comme si c'est lui qui élevait les. qui menait les globules rouges à lui, quoi. C'est bizarre, mais ça marche, quoi. Ça marche très, 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 très bien. C'est assez viscéral comme truc. Mais c'est ça, on parlait des décors là, c'est incroyable. Toutes les séquences dans le jardin là, vraiment t'as l'impression de voir vraiment, tu sais, de l'opérette, quoi, vraiment des trucs un peu légers, tu sais, genre des espèces de comédie, enfin de ballet, quoi, vraiment ça fait vraiment ballet, quoi. Et tous les gens hyper propres, les décors, mais c'est le jardin, il y a tu vois bien que c'est un studio. Tout a été fait en studio. Ça tout a été fait en studio. Ce qui participe à ça en fait, au côté théâtral aussi. Oui, ce que j'allais dire, ce film est théâtralisé à mort et tu l'imagines tellement bien sur une scène. En fait. Oui, je pense, ouais. Mais t'as plusieurs moments où t'as des scènes très minimalistes. Oui. Quand il est avec ses bougies, là, ou le moment où elle est sur une espèce de bateau à jeter des trucs. Et t'as juste 3 fois rien, en fait. Tu vois, il y a vraiment un côté presque théâtre expérimental par moment. Mais ça marche bien, parce que ça représente très très bien ce que pensent les personnages, ce qu'ils vivent, en fait. Et ce moment, je repense à la scène... Tu as parlé du bateau et je repense à la scène dans le restaurant où elle raconte sa vie à lui sans le savoir, et où tu le vois pleurer d'émotion. Elle est tellement, tellement forte cette scène, et il se mord le poing, et je trouve qu'il joue incroyablement bien. Il est hyper intense. C'est ça. Et là, tu vois l'être amoureux maudit, condamné à une solitude éternelle à cause de ses propres choix, poussé par son désir de vengeance, par son désir de possession et en même temps son désir d'amour, et du coup il est au milieu de tout ça et il est guidé par ça et en même temps il en est prisonnier, et tu sens, en fait je trouve que il a beau être kitsch et hyper théâtral et des moments où tu te bidonnes, ce moment là il est vraiment intense et je trouve qu'il représente le cœur narratif du truc, parce que tu vois tout ce qui se joue pour lui dans ce moment-là. Ouais, et puis t'as vraiment... C'est assez marrant, je continue encore dans la métaphore du cinéma, mais je trouve que c'est un truc qui est quand même aussi présent et sous-jacent.
où vraiment tu as ce côté, il est à la recherche d'une image, quoi. Enfin, c'est une réincarnation, donc c'est une reproduction, c'est une projection de ce qu'il a vécu, qui est fantasmatique, qui est le cinéma en fait aussi, quoi. Donc c'est vraiment imagé, c'est pas anodin cette grosse scène de cinéma à un moment donné, quoi, où on insiste vachement là-dessus. C'est que vraiment tu as ce côté, on reproduit, quoi, on refait. Et d'ailleurs Van Helsing, on le voit au début dans le prologue, quoi. C'est un ancêtre, quoi. Oui, c'est un ancêtre, c'est ça. Qui fait même lui, il a cette réincarnation, cette projection, en fait. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, mais pas. On le voit toujours au second plan. Tu sais, c'est limite, tu le reconnais ou pas. C'est si tu veux, quoi. Tu peux vois que c'est lui, mais tu peux très bien dire que c'est pas lui parce qu'on voit. Il est jamais très net. On voit que c'est un homme d'église, mais voilà qui. C'est marrant. Là, je voulais en venir à lui, à ce personnage de Van Helsing qui est bien parce que lui, c'est le personnage. Pour moi, c'est le fou aussi. C'est le. Il est taré. C'est le fou, et puis ça mène aussi la petite soupape de rire parce qu'il est drôle en fait. Ce qui est marrant, c'est qu'il est, il est à la fois. Il s'en bat les couilles des conséquences des choses. Il vit son truc et puis. Il est à chaque fois, à la fois il est pour sa science. Oui. Il croit à ce qui se passe aussi, mais il est capable d'en sortir, tu vois. Et puis il a ce côté un peu genre. Il a pas d'empathie, hein, le mec. Il est très pragmatique. Oui, c'est ça. Oui, quand il dit est-ce que j'aurais besoin d'un couteau. Bistouri, non, je veux juste lui arracher la tête. Ou alors quand ils finissent par l'avoir justement quand ils arrivent à tuer Lucie pour de bon, quand il lui enfonce le pied dans le cœur, et t'as juste cette transition après où il pose le gros rôti sur la table. Juste après. Allez manger mes enfants, manger. J'ai trouvé ça tellement génial. Et puis il s'envoie ses pintes d'une gorgée là, il est là, tu sais, t'as l'impression que lui il a besoin de faire la fête, tu sais, il est là, il est tout. Il s'envoie sa bière. On dirait Pipin dans le mais ça l'excite. Ouais, c'est ça. Ça l'excite à un moment donné. Tu sais, quand il chope un mec à un moment donné, quand ils vont l'arrêter, puis il mime un acte sexuel sur un pauvre type. Avec le Texan là, avec le Texan, il est complètement taré. Et il y a plein de transitions d'ailleurs dans ce film qui sont chouettes. On va pas les lister, mais il y a plein de trucs très très chouettes. Mais oui, Van Helsing, il est incroyable. Mais même son arrivée quand il va pour voir Lucie, le plan dans son arrivée. Tu t'en souviens ? Oui, il sort de la. Ah oui, c'est l'exorciste un peu. Ah oui, c'est le même plan. C'est le même plan que l'exorciste. Oui, c'est vrai, c'est une citation claire et nette. Et comme d'ailleurs, il y a une citation de Shining dans le film aussi, à un moment donné, quand Lucie il y a une énorme gerbe de sang à un moment donné qui envahit la chambre de Lucie. Il y avait du vomi dessus. Moi, non, c'est même pas ça. Parce que là, j'ai plus vu l'exorciste du coup. Mais... Oui, c'est quand tu vois du sang dans son cercueil là. C'est une autre scène, mais qui se passe en même temps, je sais pas quoi, où il y a vraiment une scène complètement. On voit sa chambre qui est inondée de sang, mais vraiment inondée. Mais au moment où elle. Ah oui, c'est quand elle passe complètement de l'autre côté, quoi. Ouais, quand elle passe vampire. Ouais, quand elle passe vampire, exactement. Il y a une scène, là, d'ailleurs, c'est totalement figuratif parce qu'en fait, ils sont même plus sur le lit tous les deux, tu vois juste le lit. Ah, mais c'est de la mise en scène. Oui, c'est ça, et ça, c'est hyper chouette. Tu vois juste le lit qui est recouvré avec les deux gerbes qui arrivent de chaque côté, là, comme ça. C'est génial. Mais c'est super parce que ça exprime très bien le truc. Elle est submergée par ce truc. Ouais. Donc, non, il y a plein de petites références qui sont très bien vues, pour le coup, et qui sont discrètes. Oui. C'est pas du fanservice dégueulasse. Et d'ailleurs, quand elle passe vampire, elle devient une créature totalement érotique. Avant, on voit que c'est quelqu'un, elle représente plutôt l'hédonisme, le plaisir, quelqu'un plutôt libre sexuellement, etc. Mais là, une fois se transformée en vampire, c'est comme les autres, en fait, elle devient vraiment pur érotisme et que ça. Ouais, déjà avant. Et de manière, même, mais encore plus. Lucie veut choper mais là, tout le monde. Elle est vraiment juste dans la séduction par rapport aux autres. Il n'y a rien d'autre, quoi. Il y a plus de. Ouais, mais elle est prédisposée, quoi. Oui. Tout le début du film, tu prépares à ça. Oui. Et du coup, la scène finale où on transperce le pieu dans le cœur, il y a à la fois la violence, la sexualité aussi, et du coup, il y a en même temps la purification qui vient. Oui. Super scène d'ailleurs aussi, ça fait peur avec son maquillage. Dans la crypte Lucie, là. Dans la crypte là. Oui, avec la petite gamine là qu'elle essaie Elle fait pas semblant la gamine. Non, la gamine avait très peur sur le tournage apparemment et c'était. Tu m'étonnes. Ils ont dit qu'ils ont dû la convaincre plusieurs fois, c'était pas facile. Elle a dit qu'elle était effrayée en fait par Lucie en fait. Oui, tu m'étonnes, la pauvre gamine. Des générations de traumatisées. C'était compliqué de renégocier des prises avec elle, du coup. Tu m'étonnes. Mais les séquences sont. C'est dans le superbe plan
c'est une belle trouvaille aussi, ça, quand il lui met la croix devant et qu'en fait c'est un plan à l'envers en fait, oui. pour la faire retourner dans son cercueil. En fait, tu vois comme si elle se repliait à quelque chose de très. Oui, en fait, c'est une séquence inversée. C'est le plan qui est inversé en fait. Mais ça participe à ce côté, je te dis, surnaturel contre les lois physiques en fait. Oui, c'est ça. Dans le film, il y a plein de trucs comme ça. Oui. Et il y a d'autres scènes où il y a des trucs Herculans. Quand Dracula il marche sur le château, non, un truc comme ça. Il y a ça, oui. Bon, là, c'est parce qu'il est au sol, quoi, au lieu d'être sur un mur. Mais il y a plusieurs scènes qui sont mises à l'envers. Et ça, d'ailleurs, cette impression bizarre. Petite parenthèse, ça, c'est dans le bouquin, ça, d'ailleurs. Ça, un des rares trucs qu'il y a, c'est Dracula où il voit vraiment quand Jonathan Harker qui est enfermé dans le château, dans sa chambre. Il regarde par la fenêtre et il voit Dracula qui marche sur la façade du château, comme ça. Qui fait de l'alpinisme. Comme un animal, il dit, je crois. Il y a des délires bizarres en Dracula. Moi, ça me faisait marrer le moment où il est devant le miroir et tu vois la main de Dracula qui s'avance. Oui. Et il se retourne, il est à l'autre bout de la pièce. Oui. Je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a couru, tu sais ? Oui, le bras, c'est. Le mec, le bras, c'est. Oui, on sait pas. Tu veux courir, en fait, tu sais. Ouais. Ça m'a fait rire. Mais non, ça marche bien. Avec ce fameux plan où il lèche, quand Jonathan Harker se coupe et qu'il lèche le. Donc, il se retourne vers la caméra. Ouais. Et il lèche. Pour lécher le petit peu de sang qu'il y a sur la. Fais gaffe à ton micro. Comme une bête. Ouais. Mais ça, c'était. Vous le voyez pas, mais c'est très drôle. C'est théâtral, mais en même temps, ça a du sens. Le fait qu'il se retourne, tu vois, vers l'audience, entre guillemets. Mais en même temps, il se cache, tu vois. Donc, pour faire ça. Oui, oui. Le petit plaisir discret. Mais toi, tu te demandes s'il se coupe pas la langue en même temps. Je pense que c'est pas très grave pour lui. De toute façon, il a rien. Donc. Lui, ça lui est égal, je pense. Il se coupe la main aussi avec son épée, tu sais, au tout début, quand il reçoit Jonathan Harker. Quand il pète un câble et qu'il sort l'épée, c'est ça. Parce que l'autre, il se moque de ses ancêtres. Et il se met sa lame dans la main, puis taille bien comme ça. Ça fait même. Non, il s'en fout. Que dalle. Le château, incroyable aussi. Oui. Complètement délirant, le château. Oui. Mais bien cliché, perché sur un truc totalement. Oui, complètement impossible. Un pic, avec le vide. C'est un truc improbable, mais il embrasse à fond ce truc-là, cette imagerie-là, tu vois. Et les ombres qui sont dans. Les ombres, il s'amuse bien avec. C'est génial. Mais c'est marrant parce que même l'ombre, quand à mon avis, il est avec Keanu Reeves là, et qui sont devant une espèce de carte de Londres, je crois, et tu vois vraiment l'ombre de Dracula qui est pas synchro avec lui. Pas du dès tout. Le début. Alors au début, tu te dis ils ont essayé, mais en fait non, c'est volontaire. C'est-à-dire qu'ils volontairement pas synchro. Oui. Pour avoir ce truc bizarre jusqu'au moment où elle fait pas du tout la même chose que lui. Ou carrément t'as l'ombre qui étrangle, qui essaie d'étrangler l'intérieur parce qu'il voit Lucie, en fait c'est elle qui a personne dans le minage, il voit le portrait sur le bureau, et là il comprend qu'il y a sa réincarnation de son épouse, et là t'as l'ombre qui se retourne direct vers Harker qui essaie de l'étrangler, comme ça on voit il est là derrière. Et en plus tu la vois l'ombre à Londres aussi. En fait, il a un côté omniscient. Ça aussi qui est hyper flippant, je trouve, chez Dracula. C'est ce côté omniscient. Il a beau être dans un cercueil en Roumanie, il est quand même là. Il est là, Et d'ailleurs, j'embraye sur Londres. Alors, ça m'a fait marrer parce que j'ai pensé à OSS 117, le moment où on voit Big Ben et tout, et puis c'est marqué Londres. Pour ceux qui auraient un doute, c'est ça. C'est comme quand tu marques Paris, quand il y a la Tour Eiffel, tu vois. Je trouvais ça drôle, mais en même temps, voilà. Oui, c'est drôle. Beaucoup de matte painting, de maquettes et tout, qui sont bien foutus. Même ce plan de Londres, justement. Oui, très bien. Vraiment bien foutu. Et du coup, à Londres aussi, il y a toute une déco aussi, parce que c'est. Tous les intérieurs sont méga chargés d'objets, de trucs très tordus, etc. Moi, ça m'a fait penser à The Haunting, le film qu'on avait podcasté d'ailleurs. N'hésitez pas à aller le voir, c'était le deuxième podcast qu'on avait fait. Ah oui, la Maison du Diable en français. La Maison du Diable en français, où tu avais aussi ce côté, la maison hyper chargée, hyper biscornue, étrange, etc. Oppressante. Victorien. Très oppressant. Tourné non, je dis des bêtises. Non, j'allais dire des bêtises. Non, j'allais dire tourner en Nouvelle. Non, ce que j'allais dire tourner en Angleterre, mais non, c'est tourner en Nouvelle-Angleterre. Ce qui reste aux États-Unis. Ils aiment bien les nouveaux trucs. Mais oui, ce côté hyper chargé, hyper oppressant. Déjà, je trouve aussi qui fonctionne bien à Londres. Oui. Tous ces décors là qui sont vraiment. Et c'est à ce moment-là, quand on arrive à Londres aussi, qu'on voit. Au début du film, ça retourne à Londres et qu'on voit Renfield dans son asile. Le fameux Renfield. Et d'ailleurs, j'avais lu que Tom Waits, l'acteur qui joue Renfield, c'est quelqu'un qui aime beaucoup se mettre dans la peau du personnage. Et il a été passé du temps en hôpital psychiatrique pour comprendre la folie qui peut habiter Renfield et vraiment s'imprégner du lieu et des gens pour incarner son personnage après. Oui. Et je trouve ça assez incroyable. Ça investit bien. C'est vrai que
Quand tu vois, tu vois. Bah, tu crois, il fait peur. Il fait peur. Mais il fait des petites incursions comme ça dans le cinéma de temps en temps. Tom Waits, qui est chanteur à la base, c'est un chanteur. Oui. Musicien. Oui, c'est un chanteur. Et puis de temps en temps il fait des incursions comme ça, mais là du coup vraiment il a un look, puis avec cette espèce de touffe de cheveux, il y a une grappe de raisin là, qui tombe devant là, comme ça. Moi j'adore le petite lunette. Moi j'adore le premier plan où on le voit, où vraiment t'as une espèce de gouffre avec le mur blanc, tu vois pas le fond, mur capitonné, et tu vois qu'il vient du fond noir, tu vois pas le sol en fait, tu vois juste lui qui émerge de l'ombre et qui retourne après. Ce plan est super quoi. Ce plan est trop bien. Puis il parle à son maître déjà. Mais oui, mais c'est génial. Il parle à son maître fait tellement bien. Le bout de l'Europe. Master, c'est ça. Master. en mangeant des mouches et des astiques. J'ai tellement vu Mel Brooks dans ces moments-là. Il veut juste un petit chaton. Oui, c'est ça. C'est ça. Un bon gros chaton. Bien gras. Bien gras. Bah oui, c'est ça. C'est qu'il est. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est comme s'il était devenu lui-même. Tu sais, on sent que lui, parce qu'il nous explique que Renfield, c'est que c'est le prédécesseur de Jonathan Harker, qui est un notaire aussi. Oui, c'est ça. Mais qui est revenu du château Dracula, mais devenu sous son emprise, quoi, et complètement fou, et qui est en fait devenu une espèce de sous-vampire au rabais en fait, qui lui se nourrit d'insectes, quoi. C'est tout ce qu'il a pour lui, c'est ça, ou de petits animaux, quoi. Et d'ailleurs je trouve Dracula atroce avec lui quand il le retrouve. Il le bute, la vache, contre la porte de prison, mais la vache, c'est dur. Mais c'est ça, c'est assez pathétique ce rôle, parce qu'en fait c'est son... Il passe son temps à appeler son maître qui le retrouve et qui le bute. Ouais, c'est ça, c'est qu'il l'attend. Je suis à votre service, mais en même temps, il est dans sa cellule. Il est complètement rien faire. Oui, c'est ça. Et à part gueuler, il fait. Oui, parce qu'en fait, il a les bras tenus parce qu'il est dans une chemise. Ça ne sert à rien. Une chemise de camisole, une camisole du coup. Et du coup, il passe. Oui, ça, c'est qu'il est entravé de toute façon depuis le début, donc il ne sert à rien. Mentalement et physiquement. Oui, c'est ça. Oui. Oui, le pauvre. Il a juste ce petit moment en fait quand il tombe face avec Mina, où justement où c'est peut-être presque le vrai Renfield qui revient juste avant de pour ça d'ailleurs qu'il se fait tuer, parce que là il trahit son maître en fait, que là du coup quelque part il lui dit écoutez, fuyez quoi, restez pas avec ces hommes. Ouais, c'est ça. Fuyez quoi, le pauvre. Et là, quand on est dans ce moment-là du film, la lumière verte qui vient de l'abbaye jusque là où est Mina à l'hôpital psychiatrique, là, elle est assez géniale aussi. Ça fait penser un peu aussi à Hercule, je crois. C'est Hercule qui fait ça, qui se transforme en sable et qui passe dans la serrure pour aller faire des trucs. Hercule Oui. Non, c'est Zeus. C'est Zeus qui fait ça. Plutôt. Oui, Hercule. Non, parce que Hercule, Non, c'est Zeus. Oui. C'est Zeus qui fait ça aussi. Oui, Zeus, c'est un gros cul. Oui. Comme quoi. C'est un taré. C'est ça. Je parle un peu de... je parle un peu de mise en scène aussi. Oui. Il y a un moment donné dans le film où vraiment tu te demandes ce qui se passe, où les caméras font un peu n'importe quoi. Je sais pas si vous vous rappelez, où les caméras tanguent un peu comme ça. Oui. Où ils font des allers-retours. Et j'ai mis du temps à capter en fait ce qu'il voulait dire, mais en fait c'est vraiment ce côté Dracula dans un bateau à ce moment-là. Oui. Et du coup ce truc, il arrive quoi. Donc en fait c'est répercuté. Oui, quand ils sont en fait. Quand les deux, Mina et Lucie, sont dans le jardin. Et que tu vois sa tête qui rit au-dessus. Et en fait, elles vivent la houle quoi en fait. Du bateau, comme si elle était sur le bateau. Même jusque dans l'asile aussi. Ouais. Il fait ça. Et à ce côté, il arrive, il imprègne tout quoi. Et là, il le fait dans la mise en scène. Ce qui est un peu bizarre, mais en même temps, ça marche quoi. C'est vraiment tu le ressens quoi, le truc quoi. C'est vraiment une affaire de ressenti là-dedans quoi, pour le coup. Donc c'est un peu space, mais il faut adhérer quoi. C'est-à-dire qu'il va vraiment à fond là-dedans quoi. Ah oui, il assume totalement. Mais c'est pour ça aussi que je pense que ça. C'est pour ça que c'est bien aussi. Les gens s'en rappellent de ce film, c'est qu'il il est assumé jusqu'au bout quoi. Il n'est pas juste fait un film de vampire. Non mais tu vois ça, tu vois moins en moins ça aujourd'hui. Là, je sais pas si les gens n'osent plus faire ça. Alors, les gens ils riraient, je pense aujourd'hui. Mais maintenant. Mais c'est dommage quoi. J'avais lu qu'il avait envie de revenir, de laisser un peu les effets spéciaux modernes et de revenir à des techniques un peu plus d'avant, genre des années 30, etc. pour appuyer cet effet baroque. Du coup, tu disais que c'était potentiellement une histoire de budget aussi, toi. Ouais. Alors mais il y a une histoire d'esthétique aussi quand même, non ? Pour les marionnettes, c'est clairement une histoire de budget. Mais il y a une histoire d'esthétique, de revenir à cette époque-là. Mais c'était sur ce film-là spécifiquement, ouais.
Oui, parce que j'ai pas vu les autres films du coup, mais je me rends pas compte à quel point c'est quelque chose qui se répercute ou si c'est juste sur Dracula. Là, il voulait cette vraiment volonté d'appuyer sur ce truc théâtral et surtout ce truc surréaliste. Oui, c'est ça. Il y a un truc hyper surréaliste dans tout le film. Enfin, puis on manipule les images, on s'amuse avec les images, on trafique tout ça en fait. Oui. Du coup, il revient vraiment. Tu traverses presque toutes les techniques du cinéma en fait à ce moment-là, dans ce film-là. Okay. Tu vois, il y a un côté historique en fait, quasiment. On reprend les bases quoi, de l'époque parce qu'on est en 1900 donc. Oui. Donc il s'amuse avec ça. Et du coup, il fait un clin d'œil au cinéma à travers le film. Permanent et à beaucoup de films, et dont aussi, je pense qu'il cite beaucoup, alors je sais pas si ça va vous parler, mais Jean Cocteau. Oui. Avec La Belle et la Bête. Oui, j'ai pris une note sur ça d'ailleurs. Il y a plein de références à La Belle et la Bête dans le film, à ce film-là particulièrement, qui est un film français avec Jean Marais, je crois, qui joue le rôle de la Bête. Les décors, en fait, on joue. En fait, il avait demandé des storyboards. Il a fait faire plein de storyboards énormément pour s'inspirer. Et en fait, il a dit au dessinateur, inspirez-vous de La Belle et la Bête de Jean Cocteau avec Jean Marais. Très comment dire, baroque quoi. Ah ouais, oui, mais expressionniste quoi. Parce que tu regardes Nosferatu, c'est pareil. Nosferatu. Nosferatu. Mais oui. Je vais noter ça. Mais c'est que j'ai noté ça, je le savais pas. Klimt, ça je le savais depuis un moment, mais j'ai découvert ça il voulu s'inspirer de La Belle et la Bête. Ouais. C'est que c'est ça, c'est un hommage aussi quoi. C'est un hommage à l'art en général, très large quelque part aussi. Après, il cherche aussi ce qui colle avec l'histoire, avec Dracula quoi. Oui, et La Belle et la Bête au final, entre Dracula et Mina, on y est. Hein. Oui, mais c'est ça. Avec la malédiction à lever pour... Exactement. Jusqu'au château et tout, et avec l'espèce de carrosse. Bon, l'effet spécial avec l'espèce de barrière de flamme, là. Ça passe plus, ça. Ça, oui. Ça, pour le coup, puis on voit que ça glisse, tu sais. Oui. Dans l'image de fois, elle est même pas fixe, tu sais. On voit que c'est par-dessus. C'est par-dessus, du coup, ça fait des petits... Là où Coppola disait vraiment que sur le reste des effets spéciaux, c'était fait face cam, quoi, vraiment. C'est des trucs qui ont été faits devant une caméra. Sauf ce truc-là. C'est ce truc qui a été fait vraiment... artificiellement quoi. Le reste était vraiment filmé sur le moment avec des maquettes et tout. Il y a beaucoup de maquettes dans le film. Un travail de dingue. Ouais. Oui, c'est. Ouais. Bon. Travail d'artisan, mais. Tiens, Simon, c'est quoi ta scène préférée? Parce que Arthur on disait que c'était. Ouais, j'aime bien. Après, une scène préférée, je sais pas, mais c'est une scène que je retiens facilement. Moi, j'aime bien quelque chose qui est hyper. Alors, c'est la première qui me vient parce qu'elle est hyper impressionnante. Tu sais, c'est toute la scène où justement t'as Keanu Reeves qui est en proie avec les femmes vampires là, et que Dracula arrive du fin fond de la pièce en volant. Tu sais, il est debout là. Il fait une espèce de truc avec ses mains comme ça, une explosion. Et en fait, il les chasse. Tu sais, il éjecte les femmes vampires aux quatre coins de la pièce. Et puis tu sais, il est pareil, il les colle au mur. Tu sais, littéralement comme si en fait il y avait plus de gravité du tout. Une qui va là, l'autre qui va là. Et là, c'est pareil. T'as un effet saccadé aussi dans l'image. Oui. Ouais. Et puis qui est assez cruel parce qu'en plus tu te rends compte qu'il offre un bébé qu'il a été volé, un bébé dans un village, et qu'il offre un bébé aux femmes vampires, et tu l'as. Oh mon Dieu. Mais non. C'est un vrai bébé en plus. Oui, c'est un vrai bébé de quelques jours, je crois. Ouais. Et puis ça finit de l'achever Keanu Reeves dans le cauchemar qu'il vit là. Il est là. Tu comprends pourquoi il a des cheveux blancs. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est clair. Le pauvre. Ouais. En plus, on sait pas trop combien de temps il reste là-dedans. Enfin, le temps est distordu, il fait toujours nuit. Il fait toujours nuit, il fait jamais jour. Oui, c'est ça. En plus, c'est un enfer. Il est coincé dans une boucle. Alors voilà, je sais pas si c'est ma scène préférée, mais en tout cas, là, j'ai pensé à quelque chose de très. Une image forte, quoi, vraiment. Ouais. Mais en fait, non, en plus, c'est quasiment la seule séquence, presque la seule, où il parle dans sa langue. D'origine avec les femmes vampires, tu sais, il leur parle on sait pas si c'est du roumain ou c'est pas trop mais il leur parle transylvanien, je sais pas. Transylvanien, tout à fait. On dit roumain sans doute. Du vampire. Ouais, voilà. Et il leur parle, il les engueule, quoi. Tu vois qu'il n'y a pas de doute sur l'intention qu'il y met, quoi. Elles se font tuer salement à la fin. Ah oui. Par Van Helsing bien vénère. C'est même Van Helsing qui cède. Et non, mais quand il balance la tête en mode. Comme ça, comme son filet. C'est tout ça aussi, c'est. Oui. Van Helsing, c'est tout ça. C'est que c'est le scientifique, c'est à la fois il est aussi mystique.
c'est un peu un clown, et c'est une brute aussi, quoi. C'est une grosse brute, quoi. Hugh Jackman. Hein oui. Hugh Jackman. Oui. Regardez Van Helsing, c'est trop bien. Oui, c'est ça, mais c'est trop bien. Dans toutes ces séquences, moi, je les aime beaucoup. On les voit pas beaucoup, mais vraiment toute la séquence vraiment où t'as quelque part le groupe de chasseurs de vampires qui s'est vraiment conçu, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'ils ils vont brûler toutes les caisses de bois dans l'abbaye, là. Oui. Où là, quand ils sont avec leur flambeau, avec la musique, et les croix, le tu sens vraiment là, ça y est. Là, c'est les chasseurs de vampires, quoi, ils sont là, quoi. C'est ça. Oui, complètement. Et puis ils sont tous différents. Tu vois, t'as l'ex-mari de Lucie, tu vois, qui est éploré, tu vois, qui est un espèce de petit bourgeois. T'as le médecin. Mais qui est même pas révolté, il est juste résigné. Ouais, c'est ça. C'est triste. T'as le médecin, tu sais, qui est amoureux de Lucie aussi, le médecin de psychiatrique. Oui. Et t'as le Texan, quoi, avec son fusil, avec sa grosse moustache et tout, là, et son gros couteau, là. Ouais. Ils sont tous avec chacun leur personnalité, mais ils se sont tous investis, quoi. Ils sont à fond dans leur truc. Et d'ailleurs, il y a un côté très western sur la fin, avec le train, les chevaux et tout. Tu vois, il y a un petit. Truc, le mec qui fait Texan pour le coup, c'est avec le chapeau et tout, je crois. Ouais, il y a. Après, un mec qui a un chapeau et tout. De quoi de. Cowboy à moitié. Oui, bah c'est un vrai Texan. C'est lui. C'est un dit, comme ça passe, c'est JK. Très western, Et c'est un mec qui vient vraiment, ils disent dans l'histoire, il vient du Texas, quoi. Et puis ça se voit de son même, on voit qu'il a pas l'accent anglais, tu sais, quand il parle. Oui, c'est vrai, à qui dit Lucie a dit au début, est-ce que je peux la toucher, elle est si grosse, et en fait j'y parle de son, mais elle tripote, je sais pas ce qu'elle fait, en fait elle sort son couteau dessus, et puis elle se retourne vers Mina, le petit diable, tu sais. C'est trop ça. La moitié tarée aussi. Quoi? La moitié folle elle aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est ça aussi, c'est que j'avais noté ça, c'est que vraiment ces deux femmes là qui sont les objets de désir en fait de pas que Dracula, mais de tous les hommes en fait du film. Tous les hommes en fait sont autour d'elle, que ce soit le mari, le copain médecin, le Texan. L'inverse marche un petit peu. Van Helsing. Ouais. Parce que tu vois, Lucie elle veut choper tout le monde. Ouais. Oui, mais Lucie, elle incarne plus les tabous. Elles sont victimes. Oui, c'est ça. Ah oui, elles sont victimes totalement, c'est clair. Mais elle cherche aussi à découvrir ça, tu vois. Oui. Il y a un attrait, il y a vraiment un attrait des deux côtés, en fait. Il y a un truc intéressant. Là où tu vois que Mina, elle lutte contre ça, avant de s'abandonner à Dracula. Et, je sais pas si elle lutte, parce qu'elle est déjà curieuse au début, tu vois. Au début, elle essaie de se dire non, je vais me marier, je suis fiancée, j'ai mon mari. Elle est déjà curieuse, elle a déjà, dès le début, elle a le bouquin des milliers de nuits qu'elle regarde en cachette, tu vois. Oui, il y a un côté d'elle pour la sexualité qui est là aussi. Il y a un côté d'elle qui a envie. Elle n'est pas fermée à ça, en fait. Voilà, c'est ça, mais il y a son côté plus fort de conservation, enfin un peu conservateur entre guillemets, de bonne société, tout ça qui prend le dessus jusqu'au moment où elle lâche. Oui. En disant non en fait c'est Dracula que je veux et du coup c'est la sexualité que je veux, tu vois. Bah quoi non. Et pas le plan du missionnaire une fois par mois, quoi. C'est cela. Pas comme Jonathan Harker et Mina, ça. Ouais, c'est ça. Il inspire pas la folie, lui. Non, c'est pas un original, on va dire. Hein. Il est gentil. D'ailleurs, Coppola, a priori, il avait embauché un vrai prêtre orthodoxe pour la scène du mariage, et en mode surprise. Et du coup, en fait, ils se retrouvaient un peu mariés à l'écran. Là, c'est pour le coup, c'était le seul décor réel. Ils ont tourné dans une église orthodoxe. C'est marrant cette scène aussi en montage. C'était pas prévu à la base, ils devaient pas tourner ce truc-là. Ils ont rajouté ça et ils ont fait un montage parallèle entre les deux, entre le moment où Lucie se fait vampiriser entre guillemets et où eux ils se marient en fait. Il y a un montage parallèle entre les deux qui est très sympa. C'est très bien vu, très bon. C'est comme qu'à la fois c'est comme une vengeance aussi qui fait Dracula. Tu vois, tu m'as fui, alors moi je vais te piquer ton ami, quoi. Ouais, c'est ça. Et elle va venir, elle va être à moi maintenant, ton ami. Voilà. Tu fais peur en disant ça. Oui, mais parce que ça m'est déjà arrivé de le faire. Tu sais, il a ses canines qui poussent parfois. Faut pas me trahir, moi. Je vais pas me trahir. Cet homme fait peur. Mais tu vois, rien à voir. Si, ça a un lien. Je lisais le Salem de Stephen King il y a pas longtemps. Et c'est ça aussi, ce groupe qui se forme. C'est une réécriture de Dracula par Stephen King, si tu veux. Et il y a vraiment ce groupe aussi qui se forme autour d'un pseudo Van Helsing avec tous les archétypes. Et ça me fait marrer du coup de voir le film après avoir lu le bouquin. Je dis c'est exactement la même chose. Très bon bouquin de Stephen King. Oui. Et d'ailleurs il y en a. Bon, c'est déjà une reco, mais il y a un film qui sort incessamment là, tout sous peu là, sur Netflix, je crois, ou sur Prime, je sais plus.
une adaptation du bouquin de Salem. Qui, bon, a l'air aseptisé. Enfin, c'est du Netflix, quoi. Donc, à voir. Mais je regarderai. Mais c'est vrai que le bouquin de King est... Bon, de manière générale, les bouquins de Stephen King sont bons. C'est un peu aléatoire, moi, je trouve. Mais les vieux, j'en ai lu plein. Et c'est vrai que Salem est très, très, très bon. Cimetière, c'est génial. Oui. Ça met mal, mais c'est génial. Et Cujo aussi. Bref, on peut en citer plein. Du coup... On s'égare. Mais on peut peut-être... Alors, Simon, tu voulais parler du coup des... Juste tous les acteurs qui ont postulé pour le rôle de Dracula avant que ce soit Gary Oldman qui le... Il a la liste sous les yeux. C'est lui sous les yeux, vous allez voir, c'est quelque chose. Allez, c'est parti. Daniel Day-Lewis, Alec Baldwin, Andy Garcia, Gabriel Byrne, Jason Patric, Aidan Quinn, Christian Slater, George Clooney, Nicolas Cage, Viggo Mortensen, Antonio Banderas, Michael Keaton, Michael Nouri, Dermot Mulroney, Costas Mandylor, Nick Cassavetes, Adrian Pasdar, Hugh Grant, Rupert Everett, Ray Liotta, Sting, Kyle MacLachlan, Alan Rickman, Art Bochner, Colin Firth et Keanu Reeves lui-même. Ah la vache! C'est un truc de malade, quoi. Nicolas Cage, il a fini par le faire. Il a fait Embrasse-moi vampire. Oui, il a fait aussi Renfield aussi. C'est le film avec Viggo Mortensen aurait eu les cheveux parfaits aussi. Viggo Mortensen aurait été pas mal. C'était mon fantasme masculin quand je le vois pas faire un truc de délirant, tu vois. Mais c'est dire quand même que Alan Rickman, à l'époque, c'était le rôle que tout le monde voulait, quoi. À l'époque, il s'est dit bon, il y a Coppola qui fait Dracula. Tous leurs agents ils leur ont dit fonce mon gars, n'y réfléchis même pas. C'est ça. C'est clair. Voilà. Très bien, si on n'a plus rien à rajouter, on va pouvoir passer au reco. Est-ce que vous avez un film à recommander? Oui. Vas-y. Du coup, comme je disais, moi j'ai vu Dracula, Mort et heureux de l'être de Mel Brooks, qui est donc une parodie de Dracula de Coppola, qui est immensément drôle. Et alors de manière générale, les parodies de Mel Brooks que j'ai vues, j'ai plutôt bien aimé, mais celle-ci c'est ma préférée. Avec Leslie Nielsen dans le rôle de Dracula. Moi j'ai découvert Dracula par ce film. Mais moi aussi. En fait, avant aussi, je crois. Le mythe de Dracula je connaissais, mais Dracula à l'écran je l'ai découvert par ce film et j'ai trouvé ça génial. Et il reprend tous les tropes. Et en fait c'est ça. Et quand tu revois Dracula de Coppola derrière, il y a plein de moments où en fait tu ris parce que tu vois les images de Brooks qui viennent se superposer. Tu te dis mais en fait il a vraiment bien choisi la manière de parodier parce que c'est vraiment ça. Surtout qu'il a compris, il a vu tous les éléments de mise en scène. Oui. Il a compris tous les éléments de mise en scène. Il a compris le langage vraiment. Et Renfield par exemple, tu vois chez Mel Brooks, il est génial. Il est vraiment complètement barré mon maître qui gonfle les. Enfin voilà, il est. Moi je me souviens de la vanne où il sort de son cercueil, il fait aïe. Oui, c'est ça. Il se colle dans le lustre. C'est très très con. Il faudrait que je dépasse le cycle. Et puis quand tu vois, Nensing le pieux Lucie et que la gerbe de sang. Ah oui, j'ai oublié de prévenir que ça tâchait, tu vois. Le flot de sang, oui, c'est ça. La Channing pour le coup. Oui, c'est vraiment génial. Donc voilà, c'est ma reco de film vampire à moi, c'est celle-là. Très bien, très bien. Je te laisse Simon. Moi, reco de film vampire, Entretien avec un vampire. Voilà, que moi j'aime beaucoup depuis longtemps, qui m'avait vraiment que j'ai pas vu depuis longtemps, mais j'ai toujours plaisir à le regarder, vraiment avec une distribution vraiment très très chouette. Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, entre autres Kirsten Dunst aussi, entre tous les mecs qui avaient essayé le casting avec eux. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Par frustration, ils ont eu leur petite consolation. Et qui était toujours hyper agréable à voir, qui est un univers aussi pareil assez sensuel, quoi. Pas autant érotique que Dracula, mais qui reste très sensuel, très sexuel, et qui c'est ancré dans le mythe de Dracula, de toute façon. C'est ancré dans le mythe du vampire. Et puis c'est le vampire, de toute façon, c'est le mythe du vampire, en fait. Du désir, oui, c'est ça. Et il y en a eu d'autres basés sur les romans de Anne Rice. Il y a eu les stats aussi, non, je crois. En film ? Ouais. Ça, je crois. Ou alors en téléfilm, peut-être ça me dit. Alors j'ai pas vu en tout cas si ça existe. Mais en tout cas, oui. Okay. En film Netflix peut-être. Non, parce que je l'ai vu il y a un moment déjà, donc c'était avant Netflix. Mais je sais pas. Mais en tout cas, oui, ça reste un très bon divertissement en plus. Vraiment, ça se regarde bien, quoi. C'est un film de vampire abordable, quoi. Oui. Voilà, et ça se lit très bien aussi. Oui. Ok. Non, t'as autre chose ?
Une reco qui n'a rien à voir par contre. Vas-y. Allez, là on est en plein dedans. Emilia Pérez de Jacques Audiard, qui est une comédie musicale et qui est incroyable. Autant au niveau de la mise en scène, des chansons. Enfin, Jacques Audiard est toujours très imaginatif, très inventif, qui se renouvelle. Ses films ne se ressemblent pas. En plus, ça qui est bien, c'est toujours très différent et c'est très chouette. Vraiment à voir, je conseille. J'ai très hâte d'aller le voir. Ouais. Je pense que j'irai le voir aussi effectivement. Moi, j'ai terminé avec ma reco. Moi, je voudrais recommander Vampire en toute intimité de Taika Waititi. Je sais pas si je le prononce bien. Là, c'est en gros, comment dire, c'est un documentaire, un faux documentaire sur une colloque de vampires en Nouvelle-Zélande. Regardez-le, absolument. Et en plus, alors, tu peux regarder la VO, ça marche très très bien, mais tu peux regarder la VF qui c'est quasiment un doublage bidon à la classe américaine. Par moment. Ah bon? Par moment, ouais, c'est vraiment bizarre où en fait ils se transposent ça à Limoges alors que ça n'a rien à voir avec Limoges, mais ils disent qu'ils sont à Limoges. C'est ce qui s'est passé, ils ont fumé quelque chose. Et dans le cast audio, tu as Alexandre Astier aussi, donc ça vaut le coup de le voir au moins une fois en VF, c'est assez marrant, c'est une autre lecture du film. Allez. Mais non, c'est très très drôle, c'est très très con. Il y a des regards caméra à la The Office, enfin, ouais, et c'est vraiment très 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 drôle. Moi, j'ai découvert ça il y a pas longtemps et c'est à mourir de rire. Donc n'hésitez pas à regarder ce truc, c'est une pépite qui mérite d'être connue. Okay. J'ajoute aussi que au niveau actu, il y a Nosferatu qui va être diffusé au TNB à Rennes. Les 30 et 31 octobre, je crois. Donc voilà, si vous voulez avoir l'occasion de regarder un film de vampire, le film de vampire original, on va dire, qui reste aujourd'hui un chef-d'œuvre, allez le voir. Voilà. En attendant le remake qui sort, je sais pas, de Robert Eggers, c'est celui qui a fait The Viking là, et The Witch, qui sort l'année prochaine peut-être. Ouais, je crois. Ouais. Ou début de l'année prochaine. Au cinéma du coup. Ouais. Okay. Avec comment il s'appelle, Bill Skarsgård, là, celui qui joue le clone. Il y a aussi en ce moment le tournage de Frankenstein de Guillermo del Toro. Ah, j'avais pas ça. J'ai un copain qui est tombé sur le plateau de tournage il y a pas longtemps, qui m'a envoyé des images. Où ça? Je crois que c'est en Écosse. Ah ouais? Oui, c'est en Écosse, il est en vacances en Écosse. Et du coup, il m'a envoyé des petites images où on voit rien, mais il me dit on voit rien, mais ça gueule. Bon. Ouais, voilà, ok, merci. Petite dédicace à Maxime, si tu passes par là. C'est pas frustrant parce que c'est Guillermo del Toro, puis les derniers films. Bon, les derniers films, je les trouve pas exceptionnels, moi, mais. Moi, c'est quoi le dernier en date? Il y avait La Forme de l'eau, là il y avait. La Forme de l'eau, j'aime pas. T'aimes pas La Forme de l'eau? Non. Oh. Il y avait le truc avec. Le gars qui se fait passer pour un médium, là. Oui, ça allait, c'était pas mal. Nightmare Alley. Oui, Nightmare Alley. Ça, c'était mieux, ça, j'ai préféré ça. Je crois que c'est le dernier en date, celui-là. Hein. Oui, c'est celui-là, t'as raison. Oui. Ouais. Mais j'ai préféré celui-là, ouais. Non, il était chouette. La Forme de l'eau, j'ai trouvé ça. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça bien. Je crois qu'il beaucoup aimé. Je crois qu'il se parodie un peu lui-même. Ouais, bon, il fait son film, quoi. C'est sa patte. Hein. Bon, bref, allez. On va pas parler de Guillermo. Non, moi, mon grand regret, c'est qu'il n'ait pas pu faire Les Montagnes hallucinées avec Tom Cruise. Mais bon. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. De quoi de tourner un film. Montagnes hallucinées, tu rigoles, c'est hyper cassif. Oui, je sais. C'est un pari un peu fou de faire ça. Il y a que des types comme Del Toro qui peuvent faire ça. Mais bon, je pense qu'on le verra jamais, malheureusement. Petit espoir. Oui. Voilà. Del Toro, si tu nous entends. Del Toro, si tu nous entends. Voilà, et bien, merci à vous. Est-ce que vous avez des petites actualités respectives ou pas? Voilà. Je sais que Simon, t'es sur scène, toi. Donc, sur scène, oui, le stand-up, l'impro. Un tour d'impro qui apprend la spéciale K à Rennes. Et d'ailleurs, vu que ça va coller parce que. Alors ça sort en octobre, ça. Le podcast ça sort en octobre et ça va coller puisque le 8 octobre, je passe au Café Théâtre Le Bacchus avec 4 comparses de mon collectif Osava, de collectif d'humoristes à Rennes. Et on est. Alors ça se fait depuis un petit moment déjà avec nous, mais là, du coup, je sais pas une fois que moi j'y passe. Voilà. Okay. Faut réserver, non, pour le Bacchus? Ouais, faut réserver, ouais. Et je suis très très fier et un peu anxieux d'y passer parce que ça va être génial. Un vrai café théâtre. Super, ça rigole plus. C'est super, je trouve. Voilà. En plus de toutes les dates qu'on fait dans les bars de Rennes, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Osava et Stand Up Rennes. Voilà. Très bien. Merci. Parfait.
Parfait. Nous, on annonce quand même qu'on essaiera de faire une émission spéciale, puisque évidemment, en décembre, ça va être la 20e émission. Et ça ferait également 2 ans. Ça ferait également 2 ans qu'on a démarré notre petit podcast. Donc, on va réfléchir à un petit truc sympathique. Oui, voilà. Oui, il faut marquer le coup. On vous promet un petit podcast sympathique qu'on espère faire en live aussi. Voilà. Oui. Eh bien, merci à vous deux. Merci. Merci à vous deux également. Et puis, merci à vous qui nous avez écoutés. Et à très bientôt pour un nouveau podcast sur un prochain film. Voilà. Tous les mois. Yes. Ciao. Salut à tous.